Volodymyr Zelensky est à Paris. Il a rencontré Emmanuel Macron pour discuter de l'accord de paix pour mettre fin au conflit en Ukraine proposé par les États-Unis. Face aux réticences du Premier ministre belge, Kaja Kallas assure que le prêt destiné aux réparations ukrainiennes ne freinera pas les pourparlers de paix actuellement menés entre Washington et Moscou. Les agriculteurs grecs intensifient leurs protestations contre le gouvernement. Les manifestations ont déjà fait au moins 4 blessés et donné lieu à 3 arrestations depuis dimanche. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré Emmanuel Macron à Paris pour discuter de l'accord de paix porté par les États-Unis. Un accord qui a été vivement critiqué pour sa trop grande proximité avec les exigences de Moscou pour mettre fin au conflit. Lundi, Volodymyr Zelensky a prévenu que la Russie ne devait tirer aucun profit de son invasion de l'Ukraine. De son côté, Emmanuel Macron a souligné qu'aucun accord ne serait conclu sans la participation de l'Europe. Тому ми займаємо принципові позиції щодо санкцій, і щодо відповідальності за злочини війни, щодо юридичного статусу наших територій, які зараз займають російські окупаційні війська, і щодо російських активів, і щодо обов'язку реконструкції. Агресор повинен платити за агресію. Pour le reste, il n'y a pas aujourd'hui à proprement parler un plan qui soit finalisé. Sur la question des territoires, il ne peut être finalisé que par le président Zelensky. Sur la question des actifs gelés, des garanties de sécurité, de l'accession à l'Union européenne, des sanctions européennes, il ne peut être finalisé qu'avec les Européens autour de la table. Ce week-end, une délégation ukrainienne a rencontré des responsables américains en Floride pour discuter du plan de paix. Selon le secrétaire d'État Marco Rubio, la réunion a été productive, mais je cite, il reste encore du travail. Le négociateur Steve Witkoff est en route pour Moscou pour rencontrer le président Poutine ce mardi. Ces nouveaux pourparlers surviennent à un moment délicat pour Kiev. Les forces russes progressent dans l'est du pays et Volodymyr Zelensky est fragilisé par un scandale de corruption impliquant son bras droit Andriy Yermak. S'exprimant sur la guerre en Ukraine dans une interview accordée à Euronews, le général Ben Hodge, ancien commandant de l'armée américaine en Europe, pointe la prise de conscience tardive de l'UE quant aux objectifs des États-Unis dans les négociations en cours. Selon le responsable militaire, Washington vise avant tout un rapprochement commercial avec Moscou. I think Europe and Ukraine, including Ukraine, knows that the United States has a primary interest, which is business with Russia after this is all concluded. Le général Hodge soutient que l'approche des négociations par l'administration américaine est biaisée depuis le départ. The administration's approach has always been doomed from the start because they didn't care about the origin, they didn't care about the history or the geography involved. And in fact, approached it as a massive real estate deal. Secretary Rubio said in the beginning, Ukraine, you're going to have to give up some territory here, before they even started. Alors que mercredi se tiendra une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé qu'il n'y participerait pas. Une décision qui, selon le général Hodge, marque un peu plus la désolidarisation des États-Unis à l'égard de l'UE. Le général se dit cependant convaincu que Bruxelles a suffisamment de moyens pour peser dans les négociations. If you add together the industry, the wealth, the populations, the technologies, there's no reason that Europe, including Ukraine, cannot stop Russia. What they lack is the self-confidence and the political will. Selon le général Hodge, le scénario selon lequel l'Ukraine sortirait perdante de la guerre est encore loin d'être écrit à ce stade. L'ancien commandant rappelle que l'économie russe est en grande difficulté. Dans une réponse au Premier ministre belge Bart De Wever, la haute représentante de l'UE pour la politique étrangère, Kaja Kallas, a déclaré que l'approbation d'un prêt pour les réparations en faveur de l'Ukraine donnerait à l'Union européenne une plus grande influence à la table des négociations pour mettre fin à la guerre menée par la Russie. Bart De Wever avait précédemment averti que cette proposition risquait de faire dérailler le processus diplomatique. Mais Kaja Kallas a souligné que l'approbation du prêt pour les réparations enverrait 3 messages forts. D'abord à l'Ukraine pour montrer que l'UE reste pleinement à ses côtés. Ensuite à la Russie pour lui rappeler qu'elle ne pourra pas avoir l'Europe à l'usure, et enfin aux États-Unis pour prouver que l'UE agit de manière résolue et crédible.
Dans le cadre de ce plan, l'Union européenne transférerait les avoirs russes gelés à l'Ukraine. Kiev ne serait invité à rembourser le prêt que si Moscou acceptait de compenser les dommages. Toutefois, le Premier ministre belge Bart De Wever s'est opposé à plusieurs reprises à cette proposition. Il affirme qu'elle pourrait présenter un risque pour la Belgique. Les avoirs sont en effet stockés dans les coffres de la société Euroclear à Bruxelles et qu'elle pourrait enfin constituer un frein pour la Maison-Blanche qui tente de décrocher un accord entre l'Ukraine et la Russie. La présidente de la Cour pénale internationale, Tomoko Akane, a déclaré lundi lors de la réunion annuelle de l'institution que celle-ci ne céderait pas aux pressions des États-Unis ou de la Russie. 9 membres du personnel de la CPI, dont 6 juges et le procureur général de la Cour, Karim Khan, ont été sanctionnés par le président américain Donald Trump pour avoir mené des enquêtes sur des responsables américains et israéliens, tandis que Moscou a émis des mandats à l'encontre du personnel de la CPI en réponse à un mandat d'arrêt visant le président Vladimir Poutine dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ces sanctions ont pesé sur le travail de la Cour, affectant un large éventail d'enquêtes à un moment où elle est déjà confrontée à des demandes croissantes de ressources. La réunion d'une semaine de la Cour s'est ouverte ce lundi et l'ordre du jour comprend l'approbation de son budget face à une pression croissante et à des gros titres défavorables. Les agriculteurs grecs ont intensifié lundi leur mobilisation contre le gouvernement. Ils exigent le paiement immédiat des subventions agricoles et protestent contre l'augmentation des coûts de production et les prix bas de leurs produits. Dimanche, plusieurs incidents ont eu lieu dans le centre de la Grèce, lorsque les agriculteurs ont réussi à forcer les barrages de police et à bloquer l'autoroute Athènes-Thessalonique avec leurs tracteurs. 2 agriculteurs ont été blessés lors de ces heurts, ainsi que 2 policiers. 3 personnes ont également été arrêtées pour violence contre les forces de l'ordre, dégâts matériels et résistance. Des dizaines d'agriculteurs se sont rassemblés lundi matin devant le poste de police de Larissa pour exiger leur libération. Plusieurs tronçons routiers sont toujours bloqués dans le centre du pays, tandis que les agriculteurs étendent leur mobilisation dans le nord de la Grèce, où ils sont déterminés à mettre en place d'autres barrages dans les jours à venir. La course à la présidentielle dans sa dernière ligne droite au Honduras. Après le scrutin de dimanche, les premiers résultats préliminaires placent le candidat conservateur issu du Parti national, Nasri Asfoura, dit Tito, en tête avec environ un tiers des voix. Légèrement distancé, le candidat libéral Salvador Nasrallah, ex-vice-président du pays, arrive en 2e position. 3e avec plus de retard, la candidate de la gauche, Rishi Moncada, ancienne ministre de la Défense et des Finances. Candidata Partido Libertad y Refundación Libre, 255.972 votos. Candidato Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, 10.698 votos. Candidato Partido Liberal de Honduras, 506.316 votos. Candidato Partido Nacional de Honduras, 530.073 votos. L'élection est marquée par les tentatives d'ingérence des États-Unis. La semaine dernière, Donald Trump a promis qu'en cas de victoire de Nasri Asfoura, les États-Unis soutiendraient économiquement le Honduras et qu'il gracierait l'ex-président Juan Orlando Hernández. Membre du même parti qu'Asfoura, il purge actuellement une peine de 45 années de prison aux États-Unis pour trafic international de cocaïne. La campagne électorale s'est tenue dans un contexte de fortes tensions politiques, droite et gauche s'accusant de préparer une fraude. Il faudra attendre encore plusieurs jours pour le décompte de tous les votes et connaître enfin le résultat définitif du scrutin. 2, 1, engine full power. And liftoff. Go Falcon, go Starlink. SpaceX a entamé le dernier mois de l'année par un lancement majeur destiné à soutenir son service Internet Starlink.
Une fusée Falcon 9 a décollé du centre spatial Kennedy avec à son bord 29 mini-satellites Starlink V2 qu'elle a mis en orbite basse lundi matin. La fusée Falcon 9, cheval de bataille de la société, a été lancée plus de 150 fois cette année, dont 13 fois au cours du seul mois de novembre. 110 de ces lancements concernaient Starlink, alors que SpaceX, propriété d'Elon Musk, continue d'intensifier ses efforts pour assembler son immense constellation de satellites. Le Falcon 9 est revenu se poser en douceur sur le navire drone de SpaceX un peu plus de 8 minutes après le décollage. La barge était stationnée dans l'océan Atlantique à l'est des Bahamas. Les crypto-monnaies ont entamé un nouveau mois dans le rouge. Le Bitcoin a enregistré une baisse de 5% de sa valeur dans les échanges européens ce lundi, approchant 73 500 €. La monnaie numérique connaît une baisse importante et prolongée après avoir atteint sa valeur record de près de 110 000 € en octobre dernier. Cette baisse est attribuée à une augmentation significative des liquidations et des ventes, les détenteurs de la monnaie cherchant à tirer profit de leurs investissements. L'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus importante en termes de capitalisation boursière, a connu des trajectoires similaires depuis son record historique en novembre. D'autres monnaies plus petites comme Solana poursuivent également leur tendance à la baisse. Il avait été retrouvé dans un hôtel particulier à Paris en 2024, plus de 4 siècles après avoir disparu. Le tableau Le Christ en croix du peintre flamand Pierre-Paul Rubens a été vendu pour près de 3 millions d'euros dimanche dernier. Qui n'a pas changé de main depuis 150 ans, totalement inconnu de la critique et du public depuis 1625, date de sa disparition, dont nous connaissions l'existence par une gravure portant la signature du peintre et qui réapparaît pour vous à Versailles, chez Maître Ozna. Le tableau qui représente le Christ crucifié a été authentifié grâce à des photographies haute résolution, des analyses de pigments, des images techniques et un examen microscopique. Son nouveau propriétaire est un collectionneur anglais.